après le drame, Christophe Lejard avait décidé de quitter le domicile conjugal. Il avait prévu de déménager toutes ses affaires de la maison, ses affaires personnelles, et de les amener à l'entreprise. Parce que c'était plus vivable, même si son avocate lui disait il faut attendre le 18 janvier la réconciliation. Il s'apprêtait à partir de la maison, il n'en pouvait plus. Ils sont en instance divorce. Il va partir dans 8 jours et nous, on est assassinés. L'épouse trompée aurait-elle découvert le poteau rose? Aurait-elle mal accepté l'annonce du divorce et éliminé son mari par vengeance? Une chose est sûre, après la mort de son mari, la veuve va avoir un comportement pour le moins déconcertant. Avignon, le 2 décembre 2010, une semaine après le drame. Aux obsèques de Christophe Lejard, toute sa famille et ses amis sont rassemblés pour lui dire un dernier au revoir. Pour tout le monde, c'est un jour de deuil et de recueillement. Pour tout le monde, ou presque. Pendant l'Ave Maria, Roselyne a regardé le cercueil avec un sourire. Un sourire béat, comme ça. Un sourire qui... Ça m'a choqué. Ça m'a choqué. Je n'ai pas vu une larme. Ah, je me suis dit, mais c'est pas possible, elle n'a rien à faire. Après la cérémonie, l'épouse de Christophe aurait tenu des propos surprenants. C'est ce que rapporte Marie, la sœur de la victime. Elle m'a attrapé par mon manteau en me disant oui, la connerie qu'il a fait, j'attends quelle connerie. Je dis on l'a assassiné. Ouais, c'est un suicide, je ne sais pas la tête. Il a été assassiné une balle dans la tête. Non mais toi. Plus hallucinant encore, Marie indique aux enquêteurs que Roselyne Lejard n'aurait pas eu l'intention d'enterrer son mari. Roselyne ne se préoccupe absolument pas de la sépulture de son mari, encore moins des obsèques. Quand j'ai appelé chez Christophe pour avoir Roselyne pour discuter, pour préparer la sépulture, apparemment elle n'avait pas vraiment l'air... elle ne voulait pas s'en occuper et elle a demandé si c'est vraiment utile. On a vraiment la caricature d'une femme qui s'en fout complètement. C'est presque choquant d'ailleurs. Là, j'ai dit, c'est pas possible, il y a quelque chose quand même. Il y a quelque chose. Il y a des choses à se reprocher. La veuve qui paraît insensible aurait-elle quelque chose à voir avec le meurtre de son mari? Pour les gendarmes, désormais, Roselyne Lejard a le profil d'une suspecte. Mais ils vont déchanter car la veuve va se révéler être une adversaire redoutable qui a plus d'un tour dans son sac. Roselyne Lejard est convoquée à la gendarmerie. J'ai bu. Et si jusque-là la veuve semblait totalement indifférente, face aux gendarmes, elle apparaît rongée par le chagrin. Elle fait là la veuve déplorée. Et donc elle conteste évidemment toute participation. Entre deux sanglots, Roselyne Lejard va livrer aux gendarmes une autre piste. Selon la veuve, la société de son mari était au bord du gouffre et il s'y tramait des choses pas très catholiques. Roselyne Lejard va orienter les enquêteurs sur une piste professionnelle. Il est question de dettes, de pots de vin, enfin des affaires un peu louches dans lesquelles Christophe Lejard aurait trempé. Un certain nombre de possibles magouilles, de malversations. Elle donne cette piste dans tous les cas possible d'un règlement de compte. Je sais qu'à la boîte, mon mari devait payer un protecteur en dessous de table, à force de faire des magouilles. D'après sa femme, les activités illicites de Christophe Lejard pourraient expliquer son assassinat. Seulement les gendarmes ont beau chercher, ils ne trouvent rien. Bien au contraire. Elle marchait très très bien, sa société. Avant son décès, il avait eu des gros contrats avec la ville d'Avignon et il y avait quelques bonnes années qui s'annonçaient à venir. Aucune malversation, aucune magouille et surtout, il n'avait strictement
sur le plan professionnel. La comptabilité est claire et l'entreprise se porte à merveille. Pour les enquêteurs, force est de constater que Roselyne Lejar tente de les mener en bateau. Ils se disent que Madame Lejar, elle a un petit peu essayé de les balader. Elle leur donne un os à ronger, hein, et ça tient pas debout, ça tient pas à la route, et c'est a priori que des mensonges. Du coup, la fausse piste censée éloigner. En effet, les mails envoyés par Roselyne à ses proches le prouvent. Contrairement à ses déclarations, l'épouse trompée était au courant de l'infidélité de son mari. Voici l'aveu envoyé à un mail. N'attendons pas pour dire les mauvaises nouvelles. Nous allons divorcer. Je subis ces aventures extra-conjugales depuis 25 ans, avec preuve à l'appui. Tous ces mensonges ont fini par me faire craquer. Et ce n'est pas tout. Depuis l'annonce du divorce chez les Lejar, la guerre semblait déclarer. À partir de là, il m'a dit qu'elle était rentrée dans une furie totale. Christophe avait confié à Liliane que les choses se passaient mal avec Roselyne. À l'annonce de ce divorce, elle devient complètement folle, elle devient complètement hystérique. Roselyne ne l'accepte pas. Si Christophe était prêt à faire des concessions pour l'épouse bafouée, hors de question de lui laisser le moindre centime. Son propriétaire d'une maison en Bretagne, d'une maison en Normandie, d'une maison dans le Tarn. Donc il y a un vrai patrimoine immobilier qui est important. Au niveau du partage, il savait très bien que bon, fallait trouver un compromis, en me disant rigolant des fois, t'inquiète pas, peut-être que bientôt je mangerai des nouilles, mais avec beaucoup d'amour. Ok, mais je préfère ça. Le simple fait de devoir partager une partie du patrimoine avec son mari était insupportable. Pour elle, tout doit lui revenir. C'est-à-dire, rien ne doit partir, sauf son mari. Selon ses proches, Roselyne serait prête à tout pour de l'argent. D'ailleurs, peu avant la mort de son mari, elle aurait déjà commencé à le dépouiller. Quelques semaines avant le décès de Christophe Lejar, elle va d'initiative vider un compte et mettre 30 000 euros comme ça à l'ombre, si je puis dire. Surprise ce matin, mon PEL est vide. 33 000 euros. Elle avait piqué ses sous qu'elle avait mis sur le compte de ses enfants. Pour Roselyne, un sou, c'est un sou. Elle aime l'argent au-delà de tout. Elle a un rapport obsessionnel avec l'argent. Elle a un rapport à l'argent qui n'est pas sain. Elle m'a dit, de toute façon, j'en ai rien à faire, d'une façon comme d'une autre, j'aurai tout, j'aurai sa peau avec, et je serai plus riche